technologique et d'innovation. Donc, les fortes entreprises à composante technologique sont les startups, comme on le dit en anglais. Et à ce stade-là, vous avez deux niveaux. Vous avez une phase d'amorçage qui est la première phase pendant laquelle vous pouvez investir, lorsque littéralement le chef de la startup, le dirigeant de la startup va venir vous voir en vous disant « j'ai une présentation PowerPoint, j'aimerais développer ce produit, pouvez-vous me signer un chèque de 10 000, 20 000, 100 000 $. Et donc ça, c'est la phase d'amorçage, alors que la phase de démarrage en général, c'est lorsque la startup est un petit peu plus avancée et qu'il y a un prototype, par exemple, qui est viable, que la startup a déjà commencé à commercialiser son produit et qu'elle a besoin en général d'un chèque un peu plus conséquent pour continuer à pénétrer le marché. Donc, en gros, être angel investor, c'est vraiment investir des fonds personnels dans une entreprise technologique en phase d'amorçage, donc en anglais on dira seed ou startup, ou en phase de démarrage, donc en phase voilà, de scale-up. J'ai mentionné brièvement quels sont les profils en général des personnes qui sont angel investors. Donc, il va s'agir en général d'entrepreneurs, de cadres, chefs d'entreprise, de professionnels à la retraite. Très souvent aussi, vous allez trouver des jeunes qui vont hériter d'un patrimoine assez intéressant, qui vont vouloir investir ces fonds de manière productive. Et évidemment, les jeunes comme les vieux, les femmes comme les hommes, tout le monde peut participer. Alors, la théorie de l'investissement ange, en général, pour être performant ou dans la logique des choses au vu des risques qui sont pris, on pourrait s'attendre à ce que votre portefeuille de start-up, dans un monde idéal, vous êtes au fin fond de San Francisco avec de nombreuses start-up, que le rendement annuel soit de plus de 25%. Entre guillemets, avec une durée d'investissement de 10 ans, c'est-à-dire entre le moment où vous allez commencer à investir dans des startups et le moment où vous allez en sortir et récolter votre capital et les profits associés avec, il y a en général une durée de 10 ans qui s'écoule. Il faut être très sélectif par rapport au portefeuille que vous constituez. Bon, dans le monde anglo-saxon, on va vous dire il faut au moins investir dans 20 entreprises. Je pense que dans le monde francophone et en particulier en Afrique francophone, nous n'en sommes pas encore là. Donc, dans mon expérience personnelle, j'ai investi dans 4 startups toute seule. Je fais également partie d'un club d'investissement qui s'appelle Dazzle Angels en Afrique du Sud, dans lequel nous envisageons d'investir entre 8 et 10 startups. Excusez-moi, Fadila, vous gérez la salle d'attente ou dois-je la gérer? Admettre, d'accord. D'accord, parfait. Alors, juste, voilà, parfait. Alors, en termes de portefeuille, et je vous en prie, je veux vraiment que la séance soit interactive. Donc, si vous avez des questions et s'il y a des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. Donc, à supposer que vous ayez construit un portefeuille de 20 startups, 20 positions, en général, la moitié de votre portefeuille ne va pas fonctionner. Donc, la moitié des startups vont effectivement rester au stade de startup et ne vont pas grandir et vont mourir. Et les entrepreneurs vont liquider la société et passer à autre chose. Vous avez à peu près 20% de votre portefeuille qui va simplement vous permettre de recouvrir vos frais. Donc, si vous avez investi 20 000 $ dans une startup, vous allez pouvoir récupérer 20 000 $ 4 ans, 5 ans, 6 ans plus tard. Il y a 20% du portefeuille qui vous rapporteront 2 à 3 fois votre mise initiale. Donc, c'est-à-dire que vous allez investir du 10 000 $ et vous allez pouvoir recevoir 5, 6, 7 ans plus tard du 20 000 ou du 30 000 $. Et enfin, on l'espère pour vous, il y a à peu près 10% de votre portefeuille qui vous rapportera un rendement extrêmement conséquent. Et donc, dans notre jargon de Business Angel, on va parler de 10 fois votre mise initiale. En anglais, on dit 10 times, 20 times. Ça veut dire que vous allez multiplier le montant que vous avez investi de ce chiffre-là. Alors, je crois que notre invité, M. Rui Mopemba, est bien arrivé. N'hésitez pas à m'interrompre lorsque vous devez présenter votre section. Alors, quels sont les risques associés à l'investissement dans les startups? Comme j'ai essayé de vous l'expliquer, il y a en fait plusieurs phases de maturité dans une startup et évidemment, à chaque phase est associé un niveau de risque et de rendement potentiel. Donc, juste pour prendre un peu de recul sur les théories de la finance,
normalement et dans un monde efficient, plus vous investissez dans un actif risqué, plus vos perspectives de rendement sont élevées. Mais le risque de tout perdre est aussi fort, mais le risque de gagner beaucoup plus est aussi fort. Donc, si on applique cette théorie au monde de la startup, plus vous allez investir tôt dans le cycle d'investissement. Donc, quand la startup, on est encore à la phase de teaser, ça va être très risqué. Donc, c'est la phase d'amorçage. Excusez-moi, il y a un petit problème de terminologie sur la diapositive. Donc, quand vous investissez au niveau de l'amorçage, c'est vraiment très tôt, très risqué et vous avez peu de matière pour voilà, faire votre investissement, à part vous dire, bon, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse a l'air intelligent et sérieux, j'espère que son idée va se réaliser. Et si vous investissez dans la phase de démarrage, qui est un peu plus tard, là, ça reste assez risqué, mais du coup un peu moins risqué que lorsque vous avez investi encore un peu plus tôt. Il faut bien souligner également que l'investissement n'est pas réglementé de manière générale dans tous les pays et encore moins en Afrique francophone, que comme je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup de startups qui disparaissent et après avoir même soulevé des millions et des millions de dollars, et c'est un phénomène qu'on observe aussi dans les pays développés. Donc, il faut bien prendre conscience que c'est une industrie qui est extrêmement, extrêmement risquée, et j'insiste. Donc, évidemment, mon objectif ici n'est pas de vous décourager, mais surtout de bien gérer les attentes et de ne pas se retrouver avec des business angels qui, au bout d'un an, ne verront pas nécessairement de rendement et qui, en plus, auront perdu tout leur argent et seront surpris et ne comprendraient pas. Alors là, de manière un petit peu provocatrice, nous avons mentionné le point, c'est l'Afrique, puisque évidemment, lorsque vous ajoutez en Afrique francophone la composante, peut-être parfois pas d'électricité, pas de connexion Internet, voilà, problème de logistique, etc., il peut être beaucoup plus difficile pour certaines startups d'émerger en Afrique francophone, que ce soit en RDC ou même Sénégal, Côte d'Ivoire, que dans d'autres pays qui sont un peu plus établis et avancés, comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud, par exemple. Alors, quels sont les critères pour être business angel? Il y a 4 points que nous avons voulu mettre en avant. Tout d'abord, l'engagement, l'humain. Il faut aimer parler avec des êtres humains, il faut aimer parler avec les entrepreneurs, travailler avec eux, il faut être passionné d'investissement et vouloir faire grandir son interlocuteur. Il faut bien comprendre que quand vous êtes business angel, vous pouvez avoir un portefeuille avec certaines startups où, entre guillemets, vous signez un chèque et vous n'entendez parler d'elles que 5, 7, 10 ans plus tard avec un gros chèque, tant mieux. Mais il y a d'autres startups où, j'ai caricaturé un petit peu, mais presque peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il faut passer des réunions de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il faut présenter la startup à des clients potentiels, à des partenaires financiers potentiels. Il faut les aider à recruter des personnes, etc. Donc, il y a un aspect humain dans l'investissement startup qui est vraiment très présent. Et si ça, c'est une problématique pour vous, il vaut mieux oublier. Je dirais, si vous voulez faire de l'argent, investissez dans Google ou dans Facebook, les actions. Alors, le deuxième point que nous souhaitions mettre en avant, ce sont les compétences. Mais par compétences, moi, je veux vraiment clarifier le point. Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir des compétences financières. C'est pas du tout, il suffit pas d'être investisseur professionnel. Mais il faut que vous compreniez quelles sont les connaissances que vous avez qui sont applicables dans la stratégie d'investissement que vous mettez en place. Par ceci, je veux dire, si vous êtes médecin, par exemple, et que vous êtes très fortuné, si vous voulez vous lancer dans le monde des startups, ce serait peut-être plus intéressant pour vous de regarder d'abord et ou principalement des startups évoluant dans le health tech, donc le domaine de l'industrie médicale, les startups qui sont dans le domaine de la santé. Si à titre personnel, vous êtes plus, je ne sais pas, dans le commerce, etc., peut-être que toutes les startups liées au e-commerce, ce seront des innovations et des thèses d'investissement qui vous parleront, que vous connaîtrez mieux. Vous serez capable de les aider plus puisque vous aurez un réseau dans cette industrie et vous créerez plus de synergie et d'infinité avec votre profil personnel. Troisième point, c'est la capacité, mais qui rejoint un petit peu le point engagement humain que j'avais fait précédemment. Il faut savoir faire preuve de patience. Donc, je sais que souvent en Afrique francophone, que ce soit les investissements d'ailleurs dans les startups, dans les PME, on va entendre très souvent, voilà, moi j'ai un investisseur et déjà au bout de 2 mois, il tape à ma porte en me disant où est mon argent, où est mon argent. Non, si vous en particulier si vous investissez dans des startups, il faut bien prendre en compte que
c'est un investissement de long terme, qu'il ne faut pas espérer voir vos sous probablement avant 3 à 4 ans si vous êtes chanceux, et donc il faut vraiment faire preuve de patience. En outre, si vous investissez dans la startup au niveau pre-seed, qui est la phase d'amorçage, là, vous allez vous rendre compte que la startup va souvent avoir tendance à changer son business model, son modèle de développement, son plan d'affaires en fonction du marché, à affiner son produit, son offre de service. Donc, il faudra être patient avec l'entrepreneur et l'entrepreneuse qui est à un stade très, très peu avancé et encore en train de réfléchir sur comment mettre en place une startup qui soit durable. Et enfin, au niveau de la conformité, ça, je pense que c'est un point qui reste encore point d'interrogation, je dirais, en Afrique francophone, parce qu'il n'y a pas encore un cadre législatif qui va vous dire, pour être business angel, il faut être accrédité, il faut que vous soyez un investisseur qualifié, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres géographies. Je ne vais pas dire de bêtises, mais par exemple, aux États-Unis, je crois que pour pouvoir investir dans certains types de produits ou de start-up ou de fonds, il faut pouvoir démontrer qu'on est investisseur qualifié, c'est-à-dire que vous avez un patrimoine d'un certain montant, que vous avez certaines connaissances financières, etc. Ce n'est pas le cas en Afrique francophone, ce qui est une bonne chose dans le sens où, du coup, c'est une industrie qui reste extrêmement inclusive, mais ce qui est une mauvaise chose dans le sens où, effectivement, des personnes expérimentées pourraient avoir des déconvenus, d'où l'intérêt et l'importance d'une association comme le African Business Angel Network, qui a vraiment pour vocation de rassembler tous les business angels en Afrique, de partager les connaissances, les réalisations, les peurs, les craintes, les dangers, et de pouvoir faire avancer l'écosystème de manière sereine. Donc maintenant, à droite, je vous laisserai lire tous les points que j'ai mentionnés dans votre temps libre, mais en gros, ce sont des questions à se poser et qui reprennent un petit peu les points que j'essaie d'illustrer, à savoir, assurez-vous d'avoir une vision de long terme, assurez-vous d'avoir une grande tolérance au risque et à l'échec. Et ça, je pense que c'est un point important et qu'on ne souligne pas assez. Vraiment, le rôle du business angel n'est pas d'ajouter de la pression supplémentaire à l'entrepreneur ou effectivement, il faut le faire si l'entrepreneur ou l'entrepreneuse n'a pas nécessairement la performance à laquelle vous attendiez. Mais il faut aussi savoir, à certains moments, entre guillemets, soutenir l'entrepreneur, même de manière psychologique. Et si vous voyez que votre entrepreneur est déjà en train de se débattre à gauche, à droite pour faire garder sa start-up en vie, si vous, en plus, vous commencez à l'appeler tous les jours en disant « mon argent, vous ne faites qu'empirer la situation ». Voilà, j'ai déjà mentionné les autres points. Bon, voilà. Et le réseau, c'est très, très important. Pour être un business angel effectif, il est très important de s'assurer que vos connaissances et votre réseau soient bien en ligne avec le plan d'affaires, le modèle de développement de la startup. Et si une startup vient toquer chez vous en vous disant de manière explicite, j'ai non seulement besoin de capital, mais j'ai également besoin que vous me présentiez, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple au Sénégal, que vous me présentiez à MTN ou à une grosse société pour que je puisse essayer de faire un pilote avec eux. Voilà, il faut vraiment prendre ça en compte et si vous remplissez les critères de la startup ou pas. Alors, nous avançons. Alors voilà. Encore une fois, cette diapositive reprend certains des points que j'ai mentionnés, mais j'essaie vraiment d'être aussi didactique que possible. Donc, les business angels, ce n'est pas seulement apporter du capital financier à une start-up, c'est également apporter du capital humain et du capital personnel. Donc, c'est le temps. Et encore une fois, c'est vraiment important que les business angels le comprennent. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous n'aimez pas discuter avec des êtres humains, peut-être éviter l'activité de business angel. Parce que très souvent, on s'attend à ce que le business angel soit aussi un mentor, donne des conseils à la startup, que ce soit au niveau de son développement commercial, de la gestion de ses coûts, du recrutement du personnel, de la formalisation de la start-up avec mise en place de procédures une fois que la start-up gagne en taille. Et puis évidemment que le business angel, dans certains cas, puisse aider au niveau de la levée de fonds, de pouvoir présenter la start-up à des fonds, des partenaires compétents. Le réseau et les relations, j'en ai parlé et je le répète, ça c'est aussi effectivement extrêmement important. Et donc, évidemment, le business angel, comme je l'ai dit, apporte des fonds. Donc, nous verrons en termes de structuration quelles sont les dernières tendances du marché. Alors, je vais avancer. Voilà, pas d'autres points supplémentaires sur cette diapositive.
Alors, encore des conseils de bonne intelligence et encore une fois, on peut donner l'impression de se répéter un petit peu, mais c'est vraiment pour être très didactique. Donc, n'hésitez pas à vous concentrer au moins au début dans des secteurs que vous connaissez. Donc, à titre d'exemple personnel, je suis beaucoup plus à l'aise, par exemple, dans la fintech et par exemple dans l'e-commerce. Je suis beaucoup moins à l'aise dans l'EdTech. Donc, l'EdTech, c'est l'éducation. Donc, c'est probablement un secteur que je ne regarderai pas encore, ou en tout cas pas toute seule. Alors, ensuite, la due diligence qui est très importante et nous allons revenir sur ce point-là en fin de présentation. La due diligence en anglais, c'est vraiment la période d'investigation commerciale, financière, stratégique et humaine que vous allez mettre en place sur la startup à partir du moment où vous êtes rentré en relation. Donc, vous, en tant qu'investisseur Business Angel, votre rôle, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment une entité commerciale dans laquelle je peux investir? Est-ce que je pourrais avoir les rendements que j'espère? Est-ce que je peux faire confiance à l'équipe dirigeante? Est-ce que cette équipe a les compétences, ce profil pour mettre en place le plan d'affaires qu'ils veulent développer? Certains des conseils sur cette diapositive sont assez applicables, je pense même en Afrique anglophone ou en Égypte, des marchés développés. En Afrique francophone, lorsqu'on voit les recommandations de dire investissez dans au moins 20 startups, bon, pour constituer un portefeuille, je trouve que c'est un petit peu ambitieux. Déjà, si vous commencez par un portefeuille de entre 5 à 10 positions, c'est déjà assez intéressant. Alors voilà, je crois que là, je vais donner la parole à Monsieur Moupemba. Exactement, merci beaucoup Anna. Bonjour à tous. On peut poser des questions? Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Bonjour, je suis Fabrice. Vous avez lié le angel investing à la tech. Est-ce que c'est forcément le cas? Puis des autres secteurs qui ne sont pas du tout tech? Est-ce que ça veut dire que dans ces secteurs-là, il n'y a pas d'angel investing? Non, c'est une très bonne question. Effectivement, la terminologie est importante. De manière générale, partout dans le monde, quand vous parlez de business angel, de angel investing, par définition, il s'agit plutôt essentiellement d'investissement dans les startups technologies, donc c'est-à-dire des entités qui vont avoir une croissance exponentielle et qui vont vendre de la technologie, utiliser de la technologie pour bouleverser des modes de vie. Toutefois, en Afrique francophone, et c'est vrai qu'à ce stade, nous aurions pu faire la différence de manière plus explicite, il y a beaucoup de PME qui peuvent bénéficier d'un investissement de type ange, enfin de business angel, de angel investing, pardon. Donc, ça veut dire une petite PME, j'essaie de trouver un exemple, mais une petite PME, voilà. Par exemple, la robe que je porte, c'est une... son vêtement. Saraya, qui a reçu du financement de We Capital, qui est un club d'investissement au Sénégal, et donc qui a reçu un petit investissement, je ne me souviens plus si c'est du 40 ou du 50 000 $, et qui a permis à cette petite PME spécialisée dans le vêtement de luxe africain au Sénégal de moderniser son outil de productif, d'avoir des machines de couture plus modernes, d'être un peu plus compétitif. Et donc ça, c'est tout à fait un type d'investissement qu'on peut appliquer, et les règles, en général, sont à peu près similaires aux startups. Et effectivement, en Afrique francophone, il serait tout à fait pertinent d'associer à la fois des investissements dans des startups et des investissements dans des PME. Si je peux me permettre d'ajouter à ce que Anna vient de dire, je vais donner mon expérience personnelle. Dans les boîtes qui composent mon modeste portefeuille, il y a qui sont soit en France, soit sur différents pays en Afrique. Il y a également par exemple une société qui fait du vernis avec une façon un peu innovante pour aller chercher le fond le fond du vernis et un modèle de distribution un peu innovant. Mais voilà, donc cela démontre que l'angel investing ne s'applique pas qu'à la tech. On a tendance à le lier pour l'ensemble des raisons mentionnées par Anna, le fait que la tech permet permet généralement d'avoir des retours qui sont plus rapides, plus forts que potentiellement d'autres business, mais pas que. Nous qui sommes juste au début, est-ce que nous pouvons avoir accès à cette brillante présentation? Oui, bien sûr, et je m'assurais de mettre des exemples un peu plus précis, de rajouter... Je l'ai sorti.
Tu voulais trop que tu sortais, non? N'aie pas peur. J'ai demandé aux participants de se mettre en mute, si jamais, en mode sourdine, si jamais vous ne parlez pas. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre tous les participants en mode sourdine et on va redonner la parole à M. Montemba? Aurelio, vas-y, je t'en prie. Je me mets en mode sourdine moi-même. Oui, bon, merci beaucoup. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. On va présenter un petit peu, pour entrer dans le concret, de comment fonctionne l'angel investing. Voilà, merci. Je ne sais pas qui a la main sur les slides, donc merci, merci beaucoup. Donc, un des points, en effet, c'est la construction du portefeuille. Ici, il est mis volontairement le premier point sur le fait que les startups échouent, c'est parce que c'est une réalité qu'il faut avoir lorsqu'on met de l'argent dans une entreprise. La réalité est qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner beaucoup d'argent, tout en supportant des entrepreneurs, mais on peut également, la startup peut également échouer pour diverses raisons, et c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit lorsque vous décidez d'en accompagner une. On a beau faire des prévisions, même les plus grandes due diligence, parfois on peut être amené à se tromper parce qu'on met de l'argent sur des gens et il y a des circonstances qui font que le business peut être amené à fonctionner ou pas. Si on prend l'exemple de l'année que l'on vient de passer à travers du fait du Covid, il y a sans doute des gens qui en début 2020 ont mis de l'argent dans des entreprises dans le domaine du transport aérien et qui révolutionnait ou qui voulait changer quoi que ce soit dans ce business-là, qui au final, pendant un an, rien ne s'est passé dans cet environnement-là. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et également que lorsqu'on parle de toutes les entreprises ont besoin d'argent, de plus d'argent, parce que leur croissance est drivée de cette façon-là. On a présenté tout à l'heure les différentes étapes, donc l'étape d'amorçage, l'étape de démarrage et les autres étapes. L'ensemble de ces étapes-là demandent des besoins financiers, le temps que l'entreprise puisse vraiment être lancée et devenir profitable au bout de X années. Est-ce que l'on peut aller sur la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Sur les différentes étapes, donc là, on a mis un schéma classique, mais ce schéma-là, il est généralement dans les économies qui le peuvent le plus. C'est-à-dire que c'est le fondateur qui met une partie de son argent. Ensuite, il est accompagné par ce qu'on appelle le love money, qui concerne la famille, les amis proches. Et ensuite, il essaye un petit peu de toucher à des financements externes qui ne viendront pas changer la base du capital et de son entreprise. Et il y a les angel investors qui arrivent ensuite avant de rentrer sur un mode de financement qui est plus par des acteurs professionnels. Donc, sur les économies africaines, les deux premières étapes ne sont pas toujours le cas. Parce qu'on peut avoir des fondateurs qui n'ont pas forcément les fonds initiaux pour pouvoir démarrer leur projet. Et donc, de ce fait, le business angel devrait arriver un peu plus tôt dans ce schéma-là, et même également sur des montants qui sont plus petits, qui viennent par ailleurs couvrir les montants apportés par les fondateurs ou le love money. C'est-à-dire que lorsque dans d'autres économies, le montant minimum pour un business angel va être à 5 000, 10 000 $, eh bien, sur nos environnements, ces montants-là peuvent être même autour de 1 000 $. Parce que c'est les besoins initiaux dont a besoin les promoteurs, dont ont besoin les promoteurs pour pouvoir lancer leur business. Mais cela démontre qu'il y a beaucoup de types d'investissements, de financeurs possibles, et que c'est un schéma qui se poursuit même au-delà des business angels avec l'arrivée des investisseurs professionnels. Slide suivant, s'il te plaît.
Je vais juste permettre de rajouter un petit mot, Julio, pour être tout à fait pratique. Donc, effectivement, j'ai pu rencontrer des entrepreneurs qui vont me dire, bah voilà, les premiers 5 000 ou 10 000 dollars que j'ai reçus, c'était l'oncle fortuné qui, en fait, me les a filés sous forme de dons. Donc, ça, c'est sympa. J'ai jamais eu à rembourser et l'entreprise ensuite devient florissante. Mais il y a d'autres scénarios où l'entrepreneur va vous dire, bah non, effectivement, on m'a donné 5 000 dollars et l'investisseur ange, le business angel, a réclamé 5, 10, 20% de mon entreprise. Donc là, encore une fois, on reviendra sur cette partie structuration. Mais du coup, c'est vraiment, si je mets maintenant de l'autre côté de la place investisseur, c'est à vous de créer vos positions et de vous dire, peut-être que j'ai un portefeuille avec un peu de start-up, un peu de PME, un peu de portefeuille, entre guillemets, charity, où je fais de la philanthropie et je file du 1000 ou 2000 dollars à des entreprises sans rien attendre en retour. Et donc, il faut bien considérer tous ces éléments-là. Et je passe à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Comment trouver des transactions? Ça, c'est le point clé. C'est le point clé parce que la réussite de votre portefeuille passe par la qualité des entreprises accompagnées, des entreprises financées. Et donc, ça demande des connexions personnelles, un réseau, du coup, d'avoir accès d'avoir connaissance de tel type de personnes qui ont créé leur business, tel type de personnes qui sont en recherche. De faire partie de groupes d'investissement, de clubs d'investissement. Anna a parlé par exemple de Diesel Angels. Moi ici, je suis actuellement au Sénégal. Il y a différents groupes, clubs d'investissement qui existent également, du style Week Capital, du style une association de startups qui s'appelle Sen Startup, qui a également son propre groupe. Et donc, ça permet d'avoir un flux assez important et qualifié d'entreprises à regarder. Il y a également, enfin voilà, il y a d'autres schémas du style des concours de business plan, plan d'affaires en français, où certains entrepreneurs peuvent candidater parce qu'ils savent qu'à la clé, ils peuvent avoir accès à des financements. Et donc, ça peut être également l'occasion de pouvoir découvrir des entreprises et échanger avec ces entrepreneurs-là et voir si c'est des éléments qui peuvent nous intéresser. Différentes conférences et événements sont tournés autour du monde startup et pas que tech, mais startup dans le sens vraiment entreprise à fort potentiel de croissance en général. Dessus, par rapport à ça, c'est des éléments que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez trouver dans différents sites, comme les sites en ligne qui sont listés, VC for Africa, Gust, AngelList, et d'autres qui sont plus sur les sujets africains, type Africa Arena. Et l'ensemble des incubateurs, des hubs techno, des accélérateurs de start-up, étant donné qu'ils accompagnent eux-mêmes ce type de structure, eh bien, ils peuvent vous permettre de découvrir un certain nombre d'entreprises et de potentiellement vous positionner dessus. C'est vraiment un point essentiel d'être capable de trouver les belles entreprises qu'on est capable, qui méritent d'être accompagnées selon nos intérêts personnels. Slide suivante, s'il vous plaît. D'accord, je vais juste te rajouter un petit point sur ce que tu viens de dire. Donc, vous voyez bien à ce stade que la nécessité de former un club d'investissement, ce n'est pas créer des structures juste d'un point de vue marketing, mais vraiment un club d'investissement bien mis en place avec même 5-10 personnes. C'est vraiment une source d'information. Vous multipliez vos réseaux, vous les mettez ensemble, vous mutualisez vos efforts pour rechercher des entreprises, pour faire la due diligence, mener l'investigation financière commerciale. Vous réfléchissez ensemble pour voir comment vous pouvez créer de la valeur ajoutée à long terme. Et là, on parle par exemple d'investissements qui vont avoir des durées de 5, 6, 10 ans. Vous allez voir, et je le vois au sein de Diesel Angels, il y a des mois ou des années où certains membres vont être plus actifs que d'autres, tout simplement parce que voilà, il y a des contraintes familiales, professionnelles, etc. etc. C'est toujours bon d'être entouré d'autres personnes qui peuvent reprendre le flambeau et continuer à suivre vos positions lorsque vous êtes plus occupé. Et effectivement,
effectivement, lorsque Rulio parlait des journées des incubateurs, accélérateurs, avec des demo-days qui sont maintenant disponibles en ligne, où, personnellement, je reçois quasiment au moins 2-3 fois par semaine à tel incubateur au Nigeria, au Kenya, fais un demo-day, il y aura 10 startups, si tu es intéressé, tu peux investir, etc. Si vous êtes au sein d'un club avec une personne qui a ce type de réseau et de contact, directement, cette personne peut vous envoyer tout ça et vous gagnez de la connaissance et la visibilité de manière exponentielle. Merci. Clairement, les clubs permettent vraiment de sélectionner et de qualifier certains dossiers. Et du coup, c'est vraiment des choses à envisager selon vos réflexions. Sur les échanges avec des entrepreneurs, on a mis différents points qui correspondent un petit peu à des questions récurrentes. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu? Non, c'est généralement des projets. Il y a différents types d'entrepreneurs. Il y en a où c'est vraiment des projets de vie. Il y a des projets de vie. Il y en a d'autres que c'est une idée qui est née assez récemment. Il y en a d'autres, c'est simplement une réponse à leurs compétences et à leurs observations. Et donc, ça, c'est à vous de pouvoir déduire de ces éléments-là et de voir dans quel cadre vous êtes à même à pouvoir poursuivre les échanges ou pas. Les entrepreneurs, est-ce qu'on doit aller davantage sur les entrepreneurs en série ou les entrepreneurs débutants? C'est également un point où il n'y a pas de réponse arrêtée dessus. Les deux peuvent être successful, les deux peuvent être pertinents. L'entrepreneur en série peut être également un entrepreneur qui a connu des échecs. Le fait de connaître des échecs ne veut pas dire que le projet actuel en sera un de nouveau. Il faudra faire le fait d'échanger avec lui permettra d'être confiant ou non sur sa capacité à répondre aux enjeux de ce nouveau projet. Et sur les débutants également, ça peut dépendre. Moi, d'un point de vue personnel, lorsque je vais sur des enjeux techno et que j'ai face à moi un ou des entrepreneurs débutants, étant donné que c'est un enjeu techno, eh bien, ma volonté est que au moins l'un des fondateurs soit un techno. De même, lorsque je parlais de l'entreprise accompagnée qui fait du vernis, l'entrepreneur qui est une une jeune femme, est chimiste de formation. Donc, ça permet ça me donne des éléments de confiance quant à la capacité du promoteur, des promoteurs de répondre de comprendre leur environnement ou autre. Mais c'est des questions auxquelles vous pouvez avoir des réponses différentes qui viendront des échanges avec l'ensemble de ces entrepreneurs. Sur le niveau d'éducation, en effet, on met que la formation universitaire est de préférence parce que ça permet, tout le monde n'est pas, si on regarde la liste de l'ensemble des entrepreneurs ou des dirigeants successful aujourd'hui, tout le monde n'est pas passé par les plus grandes écoles dans ce monde, mais toujours est-il que la proportion des personnes qui arrivent à tenir un business et à le développer surtout, eh bien, est plus grande parmi ceux qui ont un minima, un diplôme, un niveau universitaire. Donc voilà, ça, ce sera apprécié, mais les chiffres disent que la réussite est plus forte de ce point-là. Oui. Pardon. Et voilà. Et après, lorsque vous faites l'analyse du promoteur, il y a différentes questions que vous pouvez vous poser. Donc, comme j'ai parlé de la qualité technique ou technologique du promoteur, de son engagement, de sa connaissance de son environnement et de son intérêt véritable ou non pour cet environnement-là, de sa capacité à aller commercialement chercher d'autres choses, que ce soit des clients, que ce soit attirer des bons profils pour l'accompagner sur son chemin, de sa vision à long terme ou non par rapport à ce projet. L'ensemble de ces questions rentrent vraiment
dans les échanges, on a l'habitude de dire que à ce niveau-là d'investissement, l'investissement est fait sur la personne, sur les personnes, davantage que sur les projets en eux-mêmes parce qu'ils sont bien trop jeunes pour pouvoir prédire exactement leur réussite. Anna, est-ce que tu veux rajouter? Sinon, slide suivante. Non, tout à fait. Je pense que d'ici 2-3 mois, nous essaierons d'organiser un atelier follow-up où effectivement on pourra se concentrer sur comment repérer le bon entrepreneur ou la bonne entrepreneuse. Et effectivement, c'est vraiment l'adéquation entre le parcours professionnel, académique, personnel, etc. Beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et est-ce que c'est ce profil qui, vous pensez, pourra permettre à cette personne de mettre en place sa thèse d'investissement? Comment présenter sa startup? Ça, c'est l'ensemble des startups avec lesquelles vous allez échanger vont généralement vous envoyer ce qu'on appelle un document de présentation, un pitch deck ou un deck. Et donc, ça reprend ces éléments-là qui présentent le produit ou le service, la problématique à laquelle ils répondent, l'équipe fondatrice, la taille de l'opportunité ou du marché, les besoins qu'ils ont et ce qu'ils prévoient de faire avec cet argent-là et également ce qui est déjà fait à date. À travers tout ça, ce sont des éléments qui vous permettent, vous, de réfléchir à vous positionner ou non sur une entreprise par rapport à votre compréhension du document de présentation, par rapport à la confiance que vous pensez pouvoir mettre dans le promoteur et dans l'équipe dirigeante pour mener à bien ce projet, dans leur capacité à vraiment aller sur les sujets commerciaux qui sont des sujets forts parce qu'à un moment donné, ces entrepreneurs doivent vendre et être capables de générer des revenus. Donc voilà, c'est l'ensemble des éléments généralement importants, primordiaux que vous devrez retrouver dans les pitch deck, papier ou présentation orale des projets. Et du coup, à ce stade, Rolio, je pense que dans la documentation de fin de la séance que nous enverrons à tous les participants, on mettra bien le lien vers The Nest, qui était une mission à laquelle tu as participé à quelques reprises et qui, l'année dernière, permettait à des fondateurs de start-up francophones, afro-francophones, de lever des fonds. Et donc, en 5 minutes, vous verrez comment ces start-up sont capables de présenter leur société, mais nous vous enverrons l'information. Eh bien, sur la procédure, la procédure d'investissement, il y a différentes étapes également. Toutes les étapes que l'on présente dans des environnements et en fonction des portefeuilles de chacun peuvent être plus ou moins courtes, plus ou moins longues. Il y a certaines décisions d'investissement qui sont faites par des angel investors qui sont juste par une confiance dans une personne, un projet. On dit, OK, c'est de l'argent qu'on peut mettre, on met, et voilà, donc on passe assez rapidement aux éléments de conclusion. Et il y a aussi des moments où pour votre confiance personnelle sur les premiers deals ou autres, vous avez besoin de passer par davantage d'étapes. Sur ces étapes-là, donc on a bien parlé de l'épuration, c'est le sourcing, hein, donc être capable d'aller chercher les meilleurs dossiers. Sur la partie validation, donc la due diligence, c'est pouvoir analyser le dossier et ressortir les forces et faiblesses que l'on pense y trouver sur différents éléments. On reviendra dessus un peu plus tard. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'on poursuit de nouveau ou non? Sur la partie négociation, les entreprises, les startups ont des besoins financiers. Est-ce que ça rentre ou non, nous, dans ce que l'on est capable de mettre personnellement? Si oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être capables de mettre à nos côtés? Et après, rentre en jeu la structuration même de ce décaissement. Est-ce que c'est de la prise de participation? Est-ce que, comme il a été dit par Anna plus tôt, est-ce que c'est un don simplement? Est-ce que c'est une dette? Est-ce que c'est une dette pure, convertible plus tard en différentes choses? Ça, c'est des éléments sur lesquels vous pourrez être amené à vous faire accompagner. C'est aussi des éléments où vous pourrez être en ce qu'on appelle suiveur, qu'il y ait une personne ou une structure qui dirige
les échanges et vous vous positionnez uniquement sur le fait de suivre cela. Donc après, évidemment, ben, il faut rédiger le chèque ou faire le virement. Et voilà, si besoin, vous pouvez sur ces étapes-là, si besoin, si confiance vous avez dans le projet, eh bien, si vous êtes seul, ben, réunir des connaissances à vous pour accompagner et pour qu'ils puissent également participer. Et le fait de participer, parfois, peut être aussi un sujet de diminution de votre risque. Une entreprise a besoin de 50 000 euros, 50 000 dollars. Vous pouvez mettre personnellement les 50 000 dollars, mais votre risque, vous préférez le diluer avec d'autres personnes et vous mettre 25 000 dollars et qu'il y ait une autre personne qui mette également 25 000 dollars. Tout ça peuvent être des réflexions que vous pourrez avoir durant ces procédures. Si je puis juste me permettre de rebondir sur ce point de la syndication, effectivement, que tu viens de mentionner. Donc, la syndication, c'est le terme en finance par lequel plusieurs investisseurs vont se réunir pour investir dans une même opportunité d'investissement. Vous vous rendez bien compte qu'il est beaucoup plus simple de syndiquer effectivement une transaction, donc d'investir à plusieurs si vous faites déjà partie d'un club d'investissement. Déjà, physiquement et en termes de connaissances, vous savez que vous avez le même état d'esprit d'investir dans une PME ou dans une start-up. Ce n'est pas le jour où la startup toque à votre porte et vous dit j'ai besoin de 50 000 dollars ou 100 000 dollars d'ici la fin du mois, sinon je ferme les portes, que vous allez commencer à aller voir vos meilleurs amis et dire est-ce que vous avez de l'argent. Bon, si vous avez ce type d'amis qui peut se mettre en mouvement aussi rapidement, tant mieux pour vous. Mais du coup, voilà, la rapidité en général n'est pas là, mais surtout, dans mon expérience personnelle, malheureusement, je connais des personnes qui sont brouillées, qui ne se parlent plus, parce que justement, c'était un contexte de j'ai une super idée d'investissement, donne-moi tes 50 000 dollars, tu vas voir, je gère tout, sans qu'il y ait de formalisation de club d'investissement. Donc, et effectivement, l'affaire tourne mal, comme ça peut mal tourner dans ce type d'industrie, et ça gâche un peu les relations humaines. Donc voilà, sur le point de la syndication et l'intérêt de faire partie d'un club d'investissement. Slide suivante, please. Merci beaucoup. Alors, voilà, donc sur la due diligence, on en a un peu parlé également. La due diligence, elle va porter principalement elle peut être plus ou moins poussée, plus ou moins courte. L'intérêt lorsqu'on est sur des niveaux de boîtes très jeunes, d'entreprises très jeunes en face de nous, c'est que ce soit le moins contraignant possible parce que c'est également parce que potentiellement les entreprises ne sont pas assez structurées pour pouvoir absorber l'ensemble de nos demandes à ce niveau-là. Et également parce qu'il n'y a pas encore forcément l'ensemble des réponses dessus. Mais les trois parties qui vont compter, donc c'est cette partie stratégique et commerciale. Voilà, est-ce qu'on pense que l'entreprise, il y a une taille de marché suffisante? Est-ce que le business, on y croit? Est-ce qu'il y a une réglementation qui peut venir impacter ce business? Voilà. Si vous êtes dans un club d'investissement, en effet, il peut y avoir une personne au sein de ce club qui peut être amenée à effectuer ces travaux-là et vous faciliter les conclusions dessus et les recherches. Il y a la partie financière. Donc voilà, quels sont les coûts, quel est le potentiel, quel est le revenu actuel et potentiel de revenus futurs, quelles sont les métriques les plus importantes pour cette entreprise. Est-ce que ça peut être la croissance du nombre d'utilisateurs sans que ce soit du revenu réel? Sur un réseau social, eh bien, on a une croissance d'utilisateurs, mais ces utilisateurs ne payent pas forcément pour être sur ce réseau. Voilà, donc sur cette partie-là financière, et une partie juridique et administrative qui prend en compte la structure de l'entreprise. On peut facilement investir dans une SARL, mais si c'est la structure associative, ça pose problème par rapport à nos ambitions. Est-ce qu'il y a des sujets de propriété? Lorsqu'on parle de propriété, c'est de la propriété intellectuelle. Voilà, on on vend sur une plateforme, on vend sur un site, donc il y a une marque derrière. Mais est-ce que la plateforme appartient
aux promoteurs, oui, non, parce qu'on va développer potentiellement une marque pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est couvert par rapport à ce qu'on est en train de produire, des choses comme ça. Quelle est la qualité humaine des promoteurs personnellement, dans nos échanges avec lui? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que le promoteur a des bons échanges avec son équipe? Est-ce que le promoteur a des bons échanges dans son environnement business? C'est des choses que vous pourrez également regarder, mais encore une fois, vous pouvez décider d'aller ou non plus ou moins en profondeur sur ces sujets-là. Et également, si vous êtes membre d'un club, d'une structure, c'est des éléments qui peuvent être faits de façon commune et pour vous faire gagner du temps sur ces éléments. Un exemple aussi, à l'époque au sein de Dazzle Jones, à une époque, bon, je vais pas donner de nom de société spécifique, mais faisant partie d'un club d'investissement par exemple et regardant une tech company qui prétendait que oui, je suis bien avancée avec Vodacom, on va bientôt signer un pilote, on rencontre le CEO demain, c'est vraiment du pain béni, ça va être un pilote, on va gagner $1 million dans une semaine, etc. Bah voilà, une des personnes du club est en fait meilleure amie du TG de Vodacom et du coup, un coup de fil, on vérifie, ah bah non, cette startup, on n'a jamais entendu parler, j'ai vérifié avec mon équipe, personne ne les connaît. Voilà, très rapidement, vous pouvez affiner votre enquête sur une startup et effectivement vous assurer que vous financez les entités, que ce soit startup ou PME, les plus viables. Donc, le grand point que Julio faisait au final, c'est que, bon, il y a différentes philosophies. Certains vont vous dire la partie la plus importante, c'est de trouver les bonnes entités PME ou startups dans lesquelles investir. Donc, effectivement, c'est extrêmement important. Moi, je suis une personne qui, personnellement, trouve que c'est la partie la due diligence qui est la plus importante parce que je préfère investir, entre guillemets, dans une bonne société où je suis consciente de tous les risques et de toute la valeur ajoutée que je peux apporter parce que je peux faire une due diligence complète, que d'investir dans une société qui, sur le papier, paraît excellent, mais en fait, il y a des parts d'ombre, etc. Et on découvre certaines problématiques ou voilà, des choses qu'on n'avait pas nécessairement anticipées. Mais là, encore une fois, si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. La partie du diligence, c'est importante, c'est l'investigation. En fonction voilà, de l'avancement de la société, il y a des points en Afrique francophone, particulièrement en RDC, qu'il faut oublier. Donc, en RDC, vous n'avez pas trouvé une startup qui aura une data room avec documentation financière, documentation juridique. Donc, effectivement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je pense qu'à ce stade, il y a quand même des minimums sur lesquels, des critères minimums sur lesquels il ne faut pas tergiverser. Et par exemple, si je reprends l'exemple de la RDC, ici, maintenant, on a un guichet unique. Donc, il faut vraiment investir, par exemple, dans des entreprises formelles, entre guillemets, et formalisées, avec une entité juridique qui existe. Parce que si vous ne le faites pas, ce sera très difficile pour vous de gérer l'investissement dans le futur. Le sujet de la valorisation est un sujet réel pour une entreprise. Qu'est-ce qu'on prend en compte dedans? C'est ces différents éléments que l'on a listés. Donc, la valeur déjà qu'elle peut avoir dans notre esprit par rapport à nos connaissances, notre intérêt et des éléments dont on peut avoir connaissance autour de nous. Il y a une valeur sur le supposé de notre sortie en cas de réussite du projet. Et donc, ça permet aussi de nous positionner ou non, de nous positionner ou non. Il y a dedans, il y a en effet des calculs après. Il y a des calculs financiers. Je crois qu'il y a une partie plus tard. C'est pour ça que je ne rentre pas forcément dans l'explication de ces éléments-là, mais qui permettent d'avoir un taux de rendement. Tout à l'heure, on parlait de 20-25% minimum qui doivent être notre cible lorsqu'on investit. C'est vraiment le minimum parce que ben, il existe des risques forts d'échec, comme on a mis, comme il a été présenté. Et du coup, derrière cela, il faut que l'on puisse avoir des projets où on a une confiance dans leur capacité à rapporter
au moins 25% parce que il faut qu'on puisse trouver des projets qui nous feront gagner de l'argent à terme. Donc, c'est des éléments, si vous n'êtes pas forcément habitué à ces sujets-là d'un point de vue financier, il est toujours possible de vous faire accompagner. Si vous êtes au sein d'un club d'investissement, d'un groupe d'investissement et qu'il y a une personne qui est en charge, la note prévue présente également une description de la valeur retenue et, et du pourquoi. Donc voilà, c'est un point important, mais si vous n'êtes pas au fait, vous pouvez toujours vous faire accompagner sur ces éléments-là. Il y a une personne qui avait une question? Si je peux me permettre de rajouter un point, Julio, et là encore une fois, c'est aussi un petit peu mon expérience personnelle, que ce soit en Afrique ou même dans d'autres continents. Je pense qu'il y a très souvent pas un tel niveau de sophistication dans l'approche des business angels. Donc certains, effectivement, sont très techniques, vont créer des modèles financiers, on se base sur les chiffres de vente, on peut même des DCF, des trucs, enfin, utiliser les méthodes de valorisation qu'on trouver un peu plus dans un cadre PI ou dans le cadre VC. Mais certains autres investisseurs, je vous dire, bon, moi, c'est très simple. Je ne fais que des bons de souscription d'actions. En anglais, on appelle ça SAFE, en disant je mets un montant et j'espère que d'ici 1 an ou 2 ans, l'entité soulèvera plus de fonds. Et c'est ce tour de table d'investisseurs institutionnels qui, eux, ont les compétences financières et les analystes financiers pour faire tourner les modèles qui détermineront la valeur de ma position. J'ai aussi rencontré d'autres investisseurs qui vont vous dire indépendamment de la qualité de la startup, moi, je prends toujours 5 ou 10% du montant et j'investis toujours le même montant. Donc, voilà, il y a beaucoup de théories sur la valorisation. Oui, sur les safes, ces éléments-là sont des éléments qui sont très souvent retenus parce que ça permet en effet, comme l'a dit Anna, de ne pas de ne pas parler immédiatement de valorisation alors qu'on est face à une entreprise qui n'a pas grand-chose à présenter. Mais du coup, ça sera du cas par cas. Je vais répondre à une question, je ne sais pas si la réponse a été apportée. Quelle est l'importance d'avoir des métriques, sachant qu'en Afrique francophone, beaucoup de startups et la quasi-totalité sont embryonnaires. Les métriques, en fait, l'importance du métrique, c'est de se dire, OK, ce sont ces éléments-là qui, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, me permettront d'avoir une réflexion sur les premiers éléments de réussite du projet. Ces métriques ne sont pas forcément financiers purs. Lorsqu'on prend des modèles, encore une fois, par exemple, je parlais du nombre d'un réseau social. Voilà, ils n'ont peut-être pas de revenus pendant 1 an, pendant 2 ans, mais un de leurs métriques clés, c'est que au début, ils se sont lancés, ils avaient 100 personnes qui étaient connectées. Le deuxième mois, ils en avaient 150. Le troisième mois, ils en avaient 3000. Le quatrième mois, ils en avaient 6000. Et c'est un métrique qui n'est pas financier. Ce n'est pas quels sont leurs revenus, quels sont autres, mais c'est quelque chose qui nous permet de démontrer qu'il y a eu de l'évolution et que le marché commence à être au courant de ce projet-là, commence à l'accepter, commence à s'y inscrire et à l'utiliser sur une boîte congolaise qui s'appelle Basix, qui est une application de musique. Les métriques peuvent être et autant les revenus qu'ils font, en effet, de par leur modèle de souscription, pardon, en français. Mais ça peut être aussi le nombre d'heures d'écoute, le nombre de téléchargements de l'application sur Android, le nombre d'artistes présents sur l'application. Parce que plus il y a d'artistes, plus même les artistes ont envie d'y être. Et donc, on se dit, voilà, il y a quelqu'un qui va s'inscrire, il a plus de chances de pouvoir écouter un artiste qu'il apprécie et ne pas avoir que des artistes inconnus. Voilà, les métriques peuvent être très larges et il faut en retenir 1 ou 2, au maximum 3 métriques clés et les suivre
les suivre. Mais encore une fois, ce ne seront pas votre entreprise, ce ne sera pas votre entreprise, ce sera celle d'un promoteur. Mais vous, le point, c'est de dire, OK, est-ce que le promoteur, les métriques qui sont importantes pour lui, je suis confiant avec cela et est-ce que je crois qu'il y a une possibilité d'évolution de ces éléments-là ou non? Anna, tu es de retour, est-ce que tu… Oui, oui. Désolée, je suis un petit peu malade et ce n'est pas le Covid. Donc, juste pour confirmer, métrique, c'est indicateur clé en français, quand on parle français correctement. Et que du coup, là, je vais faire la petite publicité à ABAN, mais donc tout l'intérêt, par exemple, de faire partie d'un collectif comme ABAN, c'est que les clubs d'investissement qui en font partie communiquent de manière régulière et que s'il y a une discussion autour de ah ben voilà, tel club à Dakar ou à Abidjan, à Kinshasa ou au Caire, on regarde beaucoup d'investissements dans tel secteur, est-ce que vous auriez des conseils en termes d'indicateurs clés qu'on devrait garder en tête? Hop, on vous met en relation et ça y est, il y a tout un institutional knowledge, connaissance collective qui se met en place et qui permet à tout le monde d'avancer sereinement. Oui, merci. Slide suivante sur la valorisation. Donc, ces éléments de négociation, ils dépendent de plusieurs choses. Est-ce que vous êtes seul à discuter avec l'entrepreneur? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que s'il y en a d'autres, est-ce que c'est vous qui êtes leader sur ces échanges-là ou est-ce que vous êtes suiveur et donc du coup, vous déciderez ou non de vous placer sur ce qui sera décidé par la personne ou la structure qui leadera, qui dirigera les échanges. Dans les conseils qui sont mis, c'est par boîte de ne pas mettre plus de 1/10 de votre… un vingtième pardon, de vos liquidités personnelles et 10% de votre cash disponible, de cash prévu pour l'investissement dans les startups. C'est des éléments de diversification de votre portefeuille et donc de votre risque. Encore une fois, souvenez-vous du fait que il y a très peu de gens qui ont un portefeuille de 10 entreprises avec 10 entreprises qui deviennent Facebook. Il y en a plus qui ont un portefeuille de 10 entreprises avec 6 entreprises dont on n'entendra plus jamais parler et une belle au milieu. Mais voilà. Donc, il faut diversifier. Le rendement minimum auquel vous devez vous attendre serait de 25%. Un rendement de 25% veut dire que l'entreprise, vous avez mis $10 000 en année 1. En année 4, vous êtes capable de récupérer $20 000. En année 6, vous êtes capable de récupérer $30 000. C'est un mécanisme financier classique, 10 000 plus 25%, plus 25%, plus 25%. Et si vous voulez regarder un petit peu quels sont les éléments qui sont utilisés pour calculer la valorisation d'une entreprise, on vous a mis des éléments que vous pouvez regarder sur Google, DCF, Discounted Cash Flow, la méthode Dave-Berkus, Risk Factor Summation, tout ça, vous pouvez le trouver sur Google. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas expert de ces sujets-là, vous pouvez, à travers les clubs d'investissement ou à travers des avocats ou des consultants extérieurs, vous faire accompagner dessus pour le prévoir. Il y a le sujet du SAFE dont Anna a parlé tout à l'heure également. Et voilà. Voilà, donc et je pense en fonction de vos retours et surtout n'hésitez pas à nous interrompre et à poser des questions pour que ce soit bien interactif. Mais en fonction de vos retours, d'ici 2-3 mois, nous pourrions tout à fait organiser une session uniquement sur les problématiques de structuration parce que franchement, on peut en parler pendant des heures. Mais moi, à titre personnel, je pense qu'il y a vraiment un débat pour justifier et expliquer que nous, en fait, en Afrique francophone, on n'a vraiment pas les compétences d'une part de manière générale
général, en termes de valorisation, beaucoup de business angels ne viennent pas nécessairement du monde de l'investissement, mais c'est que surtout, on n'a pas les mêmes outils que dans d'autres marchés. Je vais dire n'importe quoi, en France, vous allez avoir des instituts recherche qui vont vous dire, voilà le pouvoir d'achat des Français dans tel secteur, etc. Vous avez des données économiques fiables qui vous permettent de bâtir des modèles financiers fiables. Vous venez en RDC, vous voulez essayer d'estimer la taille du marché, je ne sais pas, des télécommunications pour voir si votre startup peut évoluer là-bas. Vous n'aurez rien du tout. Donc, du coup, il faut faire appel effectivement à des structurations un peu plus, je dirais, systématiques et une approche un peu plus top-down où, comme je vous le disais, c'est là que certains font du 5% ou du 10% ou du 20%. Mais toutes ces problématiques-là, on pourra en reparler un peu plus tard. Le but aujourd'hui avec Monsieur Mpemba, c'était vraiment de vous donner un premier aperçu de cette phase-là. Si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas, mais sinon, c'est vraiment un point que vous pourrez développer de manière technique et détaillée d'ici pour la prochaine séance dans 2-3 mois. Sur les tours d'investissement, ça, c'est le vocabulaire qui est utilisé. Donc, pré-seed, c'est cette phase dans laquelle l'entrepreneur essaie de créer son prototype, essaie de créer son produit, de le tester. Seed, c'est l'étape qui s'ensuit un petit peu après avec les premiers retours marché en nombre un peu plus important. Et après, il y a toutes les différentes terminologies, série A, série B, série X. Par rapport à ça, donc, souvenez-vous, lorsqu'on a présenté tout à l'heure les stades, l'étape à laquelle arrivent les business angels, c'est généralement sur les parties pré-seed et seed, parce que c'est sur ces parties-là que les besoins sont entre 0 et 500 000 euros selon enfin 1000 dollars et 500 000 dollars selon les environnements. Voilà. Oui. Non, je t'en prie, excuse-moi, je ne comptais pas vous. Non, vas-y, Je vous en prie, allez-y. Donc, moi, quand je dis, pour résumer de manière très démocratique, en gros, le pre-seed, c'est quand l'entrepreneur a juste un PowerPoint. Le niveau seed, c'est quand l'entrepreneur va avoir l'application qu'il a codée sur son téléphone, il vous dit « Ah, mais l'application n'est pas encore en ligne, vous ne pouvez pas encore la trouver sur Google Store. » Ou peut-être qu'il a mis sur Google Store, mais que, on dit bien Google Store, j'espère, Apple Store, que voilà, l'application est disponible là-bas, mais pour le moment, il n'y a que 1 ou 2 clients qui l'ont acheté. Donc, c'est vraiment une commercialisation qui n'a pas encore été entamée. Et une fois que l'application, par exemple, sera dans Google Store, en fonction des retours et des commentaires des utilisateurs dans les mois qui viennent, évidemment, l'entrepreneur sera peut-être amené à changer un peu l'application, rajouter des fonctionnalités, en enlever, etc. Et ensuite, on arrive au niveau… donc, en seed, en général, la startup va aussi commencer à générer du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas en pre-seed. Et ensuite arrive le niveau de Series A, et c'est là que des entités comme Proparco peuvent potentiellement se positionner, et c'est une toute petite partie de notre portefeuille, de notre mandat. Series A, la définition varie d'une institution financière à une autre, mais en gros, chez nous, ce sera de dire il faut au moins un chiffre d'affaires cumulé de 500 000 dollars sur les 12 derniers mois. Et idéalement être déjà rentable, donc ça veut dire que voilà, l'EBITDA est positif, vous êtes rentable ou très proche de la rentabilité. Et donc là, vous êtes en Series A et c'est là qu'en général, les tailles d'investissement sont plus conséquentes et on commence à parler de 1, 2, 3, 4, 5 millions de dollars dans un contexte Afrique francophone. Ce que dit cette slide, c'est premièrement, il y a des investisseurs pour l'ensemble des étapes. Donc, le fait qu'il y ait des investisseurs, ça veut dire que vous avez votre place, mais également derrière, vous avez une porte de sortie potentielle pour récupérer votre argent, votre mise. Lorsque vous regarderez des dossiers d'entrepreneurs, ils n'ont pas forcément toujours cette connaissance, même si elle se répand de plus en plus. Et donc, parfois, vous pouvez aussi trouver des entrepreneurs qui sont encore sur la partie que Anna nomme
juste un PowerPoint et qui vont demander des montants qui sont très importants en disant j'ai besoin de 2 millions de dollars parce qu'on va aller, on est en RDC, mais on va aller au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Mais vous, par rapport à ça, c'est là où, de votre connaissance, de votre volonté ou non d'accompagner cet entrepreneur-là qui est dans ses premiers pas, vous pouvez décider de lui expliquer qu'il faut revoir cette partie-là et que votre financement a un objectif commercial spécifique qui sera potentiellement dans son quartier, dans sa ville et peut-être dans son pays, selon la taille de pays. En RDC, c'est sans doute très compliqué, mais de pouvoir avoir un projet qui existe déjà, qui soit visible et qui fasse ses premières preuves. Et derrière cela, d'autres investisseurs viendront ou vous-même avec une nouvelle poche viendront pour prendre un relais commercial. Ça, c'est quelque chose que vous trouverez, que l'on voit beaucoup sur des entrepreneurs dans nos environnements et qui démontrent la pertinence d'avoir des angel investors parce que ces entrepreneurs, lorsqu'ils font ces demandes-là, c'est aussi parce ils n'ont pas connaissance d'acteurs capables de financer leurs premières étapes. Et donc, plus il y aura de ce type d'acteurs et plus ils pourront avoir conscience qu'il y a des étapes pour, pour chaque chose. Le dernier point là-dessus, encore une fois, cet atelier n'est vraiment pas une opération marketing pour Aban, mais c'est vraiment effectivement un type d'organisation dans lequel je crois. Parce que là, l'un des autres avantages d'Aban, par exemple, serait de pouvoir avoir accès à d'autres clubs, notamment en Égypte, au Caire, qui sont beaucoup plus avancés, qui ont plus de recul de maturité, qui opèrent depuis des années. Et eux pourraient commencer à partager leur expérience en termes de sortie. Je crois d'ailleurs que c'est le nom m'échappe, le club d'investissement le plus connu du Caire, avec Monsieur Khaled. Il me semble qu'ils avaient réussi à sortir justement au niveau Series A. Donc, un fonds avait investi dans la startup et avait bien racheté la position des investisseurs anges. Donc, c'est intéressant de voir ce type de sortie dans le marché et de pouvoir apprendre d'autres clubs d'investissement qui sont un peu plus avancés par rapport à l'Afrique francophone. Sur cette partie outils, je propose, donc vous recevrez le document, mais encore une fois, si je comprends Anna, il sera prévu de faire un autre webinaire qui va un peu davantage en profondeur sur la partie structuration et les moyens possibles. Mais voilà, ça vous permet de comprendre qu'il y a les actions. Différents types d'actions, qu'il y a de la dette pure et d'autres modalités de date, et qu'il y a des bons de souscription que vous verrez souvent écrits en anglais sous le terme SAFE pour voir sur quoi vous êtes le plus à même à pouvoir accompagner une entreprise. Et dessus, ça dépendra et de vous, de si vous êtes seul, encore une fois, sur ce projet-là, de votre intérêt, de vos moyens, mais également de s'il y a d'autres acteurs et dans ce cas-là, qui est le leader dessus pour pouvoir se positionner. Là, je vais juste peut-être faire une pause et demander au public, est-ce que vous avez-vous des questions, des réactions? Est-ce que c'est du chinois, ce à quoi vous faites face? Est-ce que ce sont des choses que vous connaissiez déjà? Est-ce qu'il y a des attentes un peu plus particulières et spécifiques auxquelles on peut répondre? Sinon, nous allons continuer la conversation. Une question. Bonjour. Allô, Anna? OK. Tout à l'heure, vous parlez des différentes étapes, la pre-seed et seed. Et au niveau seed, vous parliez de les amis et la famille. Et quelle est, ou bien les prises de participation recommandées à ce stade? Est-ce que c'est l'emprunt qui peut être un capital ou c'est du prêt? Voilà, c'est ça la question.
C'est une très bonne question et malheureusement, ma réponse va peut-être pas être complètement satisfaisante, mais il n'y a vraiment pas de recette magique. Vraiment, moi, dans mon expérience à la fois d'investisseur et de conseil sur certaines situations, j'ai vu des PME ou des startups en seed, voilà, recevoir un prêt de 7 000 $ d'un oncle ou comme bonne relation, il n'y a pas vraiment de maturité, pas de taux d'intérêt, et tu rembourses ces 7 000 $ quand tu peux. Et effectivement, lorsque vous trouvez entre personnes raisonnables, professionnelles et qu'effectivement la PME ou la start-up fonctionne bien, ce sont des prêts qui vont être remboursés en 1 ou 2 ans. Et du coup, c'est vrai que là, il y a quand même une petite vocation, je dirais, entre guillemets, philanthropique et sociale qui est fantastique et solidaire dont on a besoin en Afrique. Mais c'est vrai que quand, de l'autre côté, ma petite fibre investisseur se réveille un petit peu, je me dis, mais attendez, vous avez investi 7 000 $, 5 ans plus tard, maintenant, c'est une entreprise multimillionnaire qui est présente dans 3 pays, vous auriez pu gagner beaucoup plus d'argent. Donc, je pense que pour chaque situation, il faut trouver le bon modèle. Et de toute façon, ce type d'investissement, bon, en général, je me fais toujours taper sur les doigts quand je fais ce type de comparaison, mais vraiment, investir dans une société, c'est comme une relation de couple. Il faut que et l'entrepreneur et l'investisseur veuillent être ensemble, s'accordent sur les termes et puissent travailler ensemble et collaborer dans la durée en y prenant du plaisir. Donc, si vous, Business Angel, vous arrivez, vous voyez une entité PME ou startup, vous lui dites moi, je veux 10 000 $ et je prends 20%. Si de toute façon l'entité dit non, nous, on ne veut pas prendre cet argent, vous demandez trop de parts de capital, on veut seulement de la dette, de toute façon, il n'y aura pas de rencontre et rien n'arrivera. C'est vraiment un dialogue, une conversation, un échange qu'il faut avoir avec la PME et la startup. Et effectivement, il faut faire preuve de flexibilité et d'ouverture dans les deux cas. En général, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des entrepreneurs qui vont vous dire, moi, j'ai aucune préférence, je veux prendre de l'action, de la dette, des bons de souscription, ça me passe au-dessus de la tête tant que j'ai l'argent qui permet de faire avancer mon entité. Mais il y a d'autres entrepreneurs que vous allez rencontrer, ils vont vous dire, jamais je ne céderai du capital dans ma société, je veux être entrepreneur à 100%. Le seul type de financement que j'accepte, c'est de la dette. Et donc là, en tant qu'investisseur potentiel, soit vous adhérez à ce projet, soit vous n'adhérez pas. Et dans ce cas-là, vous regardez autre chose et lui trouvera un autre investisseur. Et de la même façon, le bon de souscription, et c'est le dernier point que je vais faire, est vraiment l'option idéale quand il y a des problématiques de valorisation. Si vous êtes dans un scénario où ni l'entrepreneur ni vous n'êtes expert en termes de combien vaut cette société, etc., du coup, vous faites juste un bon de souscription d'action. Donc, en général, c'est un instrument, un outil financier où vous dites, voilà, je vous file 20 000 $. Bon, après, il y a plein d'autres clauses qu'on peut ajouter quand même pour se protéger derrière. Mais en gros, en particulier pour une startup, vous allez dire, je vous donne 20 000 $ et je suis quasiment certain que d'ici 1 an ou 2 ans, tu lèveras de l'argent institutionnel. Et donc, par rapport à la valorisation que ces gens détermineront, j'obtiendrai tel pourcentage dans ta société. Et ça permet d'éviter de nombreux débats s'il n'y a pas de réponse sur les questions de valorisation. Sylvana, je me permets de rajouter sur quand on fait de la dette pure, déjà, il y a l'enjeu de revenus, de la création de revenus pour pouvoir, de trésorerie, de cash pour pouvoir la rembourser ou non. Mais au-delà de ça, dans une réflexion d'étape suivante, de la dette pure n'est pas forcément toujours vue d'un bon œil selon le type d'investisseur qui viendrait après. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de sujets de dette convertible qui laissent en termes de lecture le fait de comprendre que voilà, il y a telle personne en effet qui nous a prêté 10 000 $, 20 000 $ il y a 6 mois, il y a 1 an. Voilà les conditions de conversion de ce montant-là. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'une entreprise qui aurait levé 100 000 $ en dette pure et où il y aurait des mécanismes de remboursement sur des niveaux de levée ou des niveaux X, eh bien, pour un investisseur qui arrive derrière, on se dirait c'est de la somme, c'est de l'argent qui ne servira pas à de la création de valeur pure, mais uniquement à rembourser des personnes et ça arriverait peut-être trop tôt dans ce type de business.
Euh, En résumé, ce que Julio aussi essaie de dire, c'est qu'en général, les investisseurs institutionnels n'aiment pas rembourser de dettes, ne veulent pas que leur argent serve à payer quelqu'un d'autre et ils veulent que leur argent serve à faire grandir la société. Donc, effectivement, en tant que business angel, si vous orientez vers des produits de dette, faites attention parce que, l'entreprise n'aura probablement pas la capacité de rembourser que ce soit principal et taux d'intérêt. La définition d'une start-up ou d'une PME, c'est que tous les flux de trésorerie vont être utilisés soit pour continuer à croître, soit pour couvrir les coûts opérationnels. Et il y a très peu de cash disponible finalement pour rembourser des produits de dette. Mais l'avantage peut-être de la dette, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un instrument dilutif. Donc, le propriétaire, enfin l'entrepreneur va garder contrôle de sa société parce qu'à l'inverse, il ne faut pas tomber dans un scénario à un stade prématuré du lancement de la start-up ou de la PME. Déjà, 30, 40, 50, 60% du capital n'est plus détenu par le fondateur, mais détenu par des business angels extérieurs. Et dans ce cas-là, la motivation de l'entrepreneur à créer de la valeur ajoutée dans sa propre société pourrait diminuer. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles, a priori, une start-up ou une PME créée par un fondateur, une fondatrice est censée avoir une performance incroyable, c'est parce que le fondateur est propriétaire, c'est son bébé, il va bénéficier de tous les retombées économiques et financières de son projet. Si vous le mettez dans une situation où il devient finalement actionnaire minoritaire, du coup, il revient un peu dans la situation d'employé et du coup, il sera un petit peu moins motivé pour donner de la performance. Voilà, alors je pense que nous avons traité les points les plus importants. Nous avons parlé de la partie due diligence, de la partie valorisation, de la partie prospection aussi de les bonnes entreprises. Là, je vais me concentrer un petit peu sur la partie juridique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un accord, c'est une relation à deux. Donc, il ne faut pas entrer dans un scénario où l'entrepreneur impose des termes au business angel qui rapidement ne sera pas heureux et inversement. Voilà, en général, les termes de l'accord doivent être notifiés dans des documentations juridiques. Et en général, c'est un document simple qui devra dire quel est le prix que vous payez, pour quelle contrepartie, comment l'actionnariat est-il formalisé, et aussi quels sont les droits et les devoirs que vous pouvez avoir en tant qu'actionnaire ou en tant que créancier. Et aussi quels sont les droits et devoirs de l'entreprise qui a reçu votre investissement. Et donc, dans notre jargon, on parle parfois de plan de création de valeur. C'est par exemple de formaliser en annexe, moi j'aime bien mettre ça en annexe, des documents d'investissement, de vente, d'achat que je signe, et de mettre en annexe, l'entreprise dit d'ici un an, on essaiera d'avoir au moins 3 nouveaux clients, on essaiera de recruter au moins 2 nouvelles personnes, etc. Comme ça, les choses sont mises sur papier. Et dès le départ, il y a un alignement des attentes et de l'entrepreneur et de l'investisseur. Alors là, nous rentrons dans la partie post-investissement, donc qui est tout aussi importante d'une certaine façon que la partie investissement, qui concerne le suivi de votre entreprise. Donc, en fonction, et là, on reste dans un contexte francophone, donc évidemment, on ne s'attend pas à avoir des conseils d'administration trimestriels avec des rapports d'activité de 50 pages, des états financiers audités par un des Big Four, etc. Mais quand même, pour la bonne santé de la relation, il faut quand même un minimum de suivi. Donc voilà, une fois tous les 3-4 mois, voire même une réunion d'1 heure, 2 heures, que ce soit par téléphone avec le Covid ou en présentiel, d'avoir une petite présentation même de 4-5 pages qui explique voilà, les grands axes d'évolution. Depuis 3-4 mois, on a gagné un client, on en a perdu un, il y a eu ci et ça, pour que quand même il y ait un dialogue qui continue. Et surtout aussi que l'entrepreneur puisse continuer à garder en tête le plan d'affaires qu'il avait en tête, la thèse d'investissement qu'il puisse réaliser, et pouvoir expliquer ce qu'on fait à des investisseurs extérieurs. Franchement, ça peut donner beaucoup de recul et de perspective et ça peut permettre de mieux avancer. Et de la même façon, c'est bien pour l'investisseur de bien comprendre quelles sont les avancées de la startup ou de la PME, parce que moi, il m'est arrivé, voilà, vous faites une séance de reporting et la startup dit, ah là, j'ai vraiment du mal à trouver un bon fournisseur pour trouver, je sais pas, c'est du lait de brebis qui me vient à l'esprit, je sais pas pourquoi je pense à du lait de brebis, mais là, par exemple, je vais dire, en fait, mon meilleur pote, il est fermier, il a un gros élevage, je vous mets en relation et ça peut résoudre ton problème. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder la communication ouverte.
Donc, les stratégies de construction de portefeuille, Rouillon en a parlé un petit peu, encore une fois, c'est un point qu'on pourrait approfondir dans les mois qui viennent. Mais en gros, de toute façon, lorsque vous parlez de business angel, de angel investing, que ce soit PME Startup, c'est bon, certains vont vous dire 10% de votre portefeuille, mais c'est vraiment, entre guillemets, probablement le dernier investissement que la plupart des gens font. D'abord, entre guillemets, vous couvrez vos dépenses opérationnelles, vous achetez la maison, la femme, les enfants, vous mariez les enfants, les frais de scolarité, vous achetez des actions, vous achetez une maison, voilà, et la start-up, etc., c'est à la fin. Quand vous avez ce portefeuille de start-up, voilà, dans le monde anglo-saxon, on vous parle d'investir dans moins 20 entreprises. Franchement, en Afrique francophone, si vous investissez entre 5 et 10, c'est déjà très, très bien. Il y a un petit point technique qu'on n'a pas trop abordé, que nous n'avons pas trop abordé avec M. Mpemba, qui concerne le pay-to-play, qui sont les follow-on investments en anglais, donc les investissements suivis, parce que vous pouvez retrouver dans des scénarios où vous investissez 10 000 $ aujourd'hui dans une start-up ou une PME, et que 6 mois plus tard, cette même entité ait besoin d'argent supplémentaire. Là, il faudrait que vous soyez capable de la soutenir et que la start-up n'ait pas à chaque fois à aller découvrir ou chercher de nouveaux investisseurs. Mais là, encore une fois, c'est un point un peu technique sur lequel on pourrait revenir à un autre moment. Encore une fois, important d'ajouter de la valeur avec le mentorat et l'accès aux relations et à votre réseau. Et effectivement, il y a un dernier point qu'on doit souligner. Il est très valorisant parfois de pouvoir dire « Ah, je suis administrateur de telle société ou administratrice de telle société, on se bat pour être conseiller dans les startups ». Sachez que dans beaucoup de pays, il y a une conséquence juridique, financière, fiscale et potentiellement pénale à être administrateur de société. Donc, et des devoirs que vous avez. Donc, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir à 2 fois et c'est un point sur lequel on pourra revenir effectivement à un autre moment. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails de sortie, rendement, etc. Mais j'imagine que quand vous êtes business angel, en général, vous allez investir quand même, comme je l'ai dit, au niveau pre-seed, seed, niveau PowerPoint ou application, pas dans Google Store. Et ensuite, vous espérez pouvoir sortir au niveau Series A quand il y a un grand fonds qui investit dans l'entité ou une entreprise commerciale qui investit dans l'entité. Ou au contraire, vous pouvez rester toute votre vie dans l'entité qui grossit et vous recevez vos dividendes tous les ans. Mais voilà, c'est un petit peu trop prématuré, je trouve, de mettre des chiffres en Afrique francophone sur les attentes que vous devriez avoir en termes de rendement. Donc voilà, maintenant je passe une microseconde sur l'avantage d'être à Abad et de faire partie de ces collectifs de clubs d'investissement. Je pense qu'au cours de la présentation, vous avez dû réaliser par vous-même certains des avantages. Bon, voilà, il y a des sommets annuels qui sont organisés au sein de l'Abad où justement tous les clubs d'investissement sont rassemblés pour partager leurs expériences d'investissement, etc. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place des procédures de co-investissement entre clubs d'investissement dans différents pays. Donc, si par exemple, vous êtes au fin fond de Lubumbashi ou au fin fond de Mombasa et que vous dites « Ah, mais moi, j'aimerais bien avoir de la start-up Égypte ou de la start-up malienne ou de la start-up Afrique du Sud », bah, ça pourra potentiellement être possible. En tout cas, on vous mettra en relation avec les bonnes personnes dans ces pays-là et ça vous permet de continuer à construire un portefeuille panafricain très intéressant. La partie la plus importante, et je ne vais pas revenir sur tous ces points détaillés pour le moment, mais c'est que nous avons aussi accès à un fonds qui nous permet de, doubler la mise qu'un club d'investissement pourrait faire dans une startup. Donc, si un club d'investissement investit 50 000 ou 100 000 $, nous avons la possibilité d'utiliser Catalytic Africa, qui est un fonds qui investira le même montant. Donc, évidemment, il y a toute une série de critères, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, nous sommes en train de formaliser toute la recherche et les connaissances de marché que nous accumulons sur nos transactions. Donc, vous aurez accès à des newsletters, des petits rapports de recherche de temps en temps. Donc, voilà, établissement de relations directes au sein du réseau. Donc, que du bénéfice. Et juste pour finir, je pense qu'en Afrique francophone en particulier, il est vraiment important qu'on donne de la visibilité à notre écosystème. Donc, quand une personne en position à ProParco essaie quand même d'investir au moins
moins une fois par an dans une startup niveau Series A, directement les questions sont mais il n'y a pas d'écosystème tech en RDC, en Afrique centrale, il n'y a rien. En Afrique francophone, peut-être un petit peu Sénégal et Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de club d'investissement. Ce sont des startups qui sortent de nulle part, on ne comprend pas. Donc, du coup, il y a vraiment tout un écosystème qu'on doit tous essayer de mettre en place pour continuer voilà, à soulever nos économies, à les porter, à leur donner de la visibilité. Et donc, tous ensemble, il faut vraiment qu'on travaille. Et voilà, c'est le mot de la fin. Désolée, on est un petit peu dépassé. Je vois la question pay to play. Pay to play en anglais, c'est le concept du follow-on investment. Ça veut dire qu'en général, si vous commencez à investir dans une entité, pas en général, dans certaines situations précises, si vous investissez dans une entité, vous serez amené à faire du follow-on investment. Donc, si maintenant on rentre dans la partie technique de construction de portefeuille, on vous dira toujours, par exemple, 70% de votre capital, vous pouvez l'investir en direct dans des sociétés, mais vous devez toujours réserver 30% de votre capital pour pouvoir ajouter un peu plus d'argent dans une ou deux de vos startups qui pourraient rencontrer soit des difficultés financières ou au contraire qui pourraient avoir une croissance beaucoup plus importante que prévu et qui aura besoin de fonds supplémentaires pour soutenir cette croissance. Mais ça reste un terme, une situation assez technique et assez spécifique qui, franchement, je ne pense pas s'applique réellement peut-être en Afrique francophone, mais ravi de développer un peu plus ce point-là avec des exemples et des études de cas lors de notre prochain atelier. Pardon, désolée, j'étais pas en mode surdine. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Fadila, et merci Monsieur Mpemba vraiment pour votre participation. C'est intéressant toujours d'avoir des perspectives d'investisseurs institutionnels et qui sont basés à Dakar. Donc je pense que l'autre but d'Aban aussi, c'est le panafricanisme. C'est de dire que voilà, on est tous là en Afrique, on va investir. Monsieur Mpemba est à Dakar, je suis à Kinshasa, je pense que d'autres aussi sont dans d'autres villes d'Afrique. Voilà, il faut qu'on commence tous à travailler ensemble et c'est génial. Question, pas de question, Fadila, vous voulez, do you want to make a closing statement? Clôturer la session. Thank you so much. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup Anna et Julio pour cette magnifique présentation. Ça reflète effectivement les éléments dont nous voulons que les individus puissent comprendre quand il s'agit de angel investing en Afrique. Et je profite aussi pour féliciter le Congo Angel Network qui est un RDC, Mali Angels, Benin Angels, Sénégal Angels, DESOS. Et pour nous, c'est un honneur d'avoir autant de groupes des pays francophones rejoindre EBAN. Et le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir octroyer, pouvoir croître les investissements des groupes francophones dans les pays francophones. Je vous remercie et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup. C'est